cycle. Une aujourd'hui par Mathias Girel, qui va dresser le tableau, introduire un certain nombre de concepts, mais dans un style tout à fait accessible et grand public. Et puis à partir de demain et également mardi et mercredi prochain, il y aura 3 conférences thématiques où à chaque fois on va traiter d'un cas d'étude particulier. Alors bien sûr, de nouveau, la concurrence de Trump, Poutine, l'industrie du tabac, l'industrie pétrolière et autres, est une concurrence qui est forte, et on pourrait penser qu'en comparaison, nos petits soucis de Jeux Olympiques sur vol de Bruxelles ou Métro 3 sont un peu des cas petits joueurs, si je puis dire, mais en fait, je vous rassure, il n'en est rien. Et je vous promets que nous allons lever de beaux lièvres. Et donc, je vous invite chaleureusement à venir aussi aux 3 autres conférences de ce cycle. En attendant, c'est un plaisir pour moi d'accueillir ce soir Mathias Girel. Alors, je dois vous dire, je ne le connaissais pas personnellement jusqu'à aujourd'hui, 14h45, mais j'avais lu son très intéressant petit ouvrage bleu, qui s'appelle « Science et territoire de l'ignorance », qui constitue, je pense, vraiment une très très bonne introduction sur le sujet. Il a été publié en 2017, mais il reste tout à fait d'actualité. Alors Mathias est docteur en sociologie, enseignant à l'École normale supérieure à Paris et chercheur dans un laboratoire joliment intitulé « La République des savoirs ». Je trouve que c'est bien trouvé comme nom de labo. Alors, sa recherche... il est également membre de l'Académie d'agriculture de France. Alors, quand on a un Parisien enfin, en tout cas, peut-être un néo-parisien, mais quand vous avez quelqu'un qui habite au centre de Paris, qui est membre d'une Académie d'agriculture, ça vaut la peine de le souligner. Et donc, sa recherche porte notamment sur la production d'ignorance et sur les débats autour des sciences, y compris et peut-être surtout aussi tous les jeux de croyances et de doutes qui vont avec tous ces débats et toutes ces questions d'ignorance. Et donc, sans aucun doute, je pense que c'est l'homme de la situation pour entamer ce cycle de conférences, et je le remercie par avance pour sa présence et son temps parmi nous, puisque, vous avez compris, il a fait l'aller-retour depuis Paris spécialement pour vous introduire le sujet. Mathias, merci d'avance. Le pupitre est à toi. Merci beaucoup, cher collègue, cher Frédéric, pour cette introduction. Je fais juste un tout petit correctif. Je ne suis que docteur en philosophie. J'espère qu'il n'y a pas en sociologie. J'espère qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise et que personne ne va partir du fait de cette annonce. Alors effectivement, je suis très heureux et très honoré d'être avec vous cet après-midi. On vit dans une sorte de tempête mondiale et l'idée, la perspective de venir échanger, discuter avec un pays voisin, ami, avec ce type d'assemblée dans ce lieu-là, en tout cas me remplissait de joie. L'autre chose, j'ai des excuses anticipées à vous présenter. Comme le sait Frédéric, il y a 3 jours, j'étais complètement aphone. On a pris le risque, c'est en train de revenir. J'espère que ça ne retentira pas trop sur ma conférence. Mais bon, il y avait un engagement à venir devant vous ce soir. Et puis, vous étiez inscrits. Et donc, j'espère que tout va bien se passer. Mais en tout cas, voilà, je m'en remets à votre indulgence pour ma voix pour cette séance. Alors, effectivement, ce soir, je vais essayer de présenter, disons, des éléments d'introduction. Mais après, on a une séance de questions. Je pourrais approfondir exactement comme vous le souhaitez, tel ou tel point. Une introduction à la fois aux études sur l'ignorance qui ont pris, disons, depuis à peu près 2 décennies. Et j'ai pu voir un petit peu cette montée en puissance, qui, à mon sens, n'est pas qu'une mode. Je pense qu'il y a des éléments qui vont rester dans le débat. Et puis, dans la discussion commune et dans le cycle qui avait été conçu, et mené par Frédéric, il y avait l'idée d'insister sur des mécanismes aussi, donc je vais le faire. Je vais pas être exhaustif, mais en tout cas, c'est pour lancer la discussion, puisqu'après, avec mes collègues, vous aurez largement l'occasion de revenir sur des points plus précis. Et sans prétendre à l'originalité, moi aussi, j'ai été frappé, quand cette séance s'est approchée, parce que
Pour ne rien vous cacher, le projet est né l'an dernier, à la fin du printemps, peut-être, ou il y a un an en tout cas. La perspective de l'élection de l'actuel président américain faisait partie des possibilités, mais n'était pas une certitude. Et là, disons, depuis 1 ou 2 mois, ça semble revenir d'actualité. Et finalement, les analystes qui ont travaillé sur l'ignorance il y a quelques années, mais effectivement, au sujet des cigarettiers, au sujet des producteurs d'énergie fossile, de ce genre de choses, là, ils sont interviewés pour parler de la présidence actuelle. Ici, je vais vous en dire un mot dans un instant, mais vous avez Robert Proctor, qui est l'historien qui a un peu fait connaître ces thématiques-là, et qui est interviewé par Le Monde, donc notre journal, il y a quelques semaines, sur un nouvel âge d'or de l'ignorance. Bon, c'est pas uniquement une attaque politique, c'est le fait que il y a de la destruction en ce moment de sources entières, de corps entiers de connaissances. Je pense notamment à la disparition de beaucoup de données du Centre de contrôle des épidémies ou des maladies, le CDC américain, et qui va pénaliser énormément tous les gens qui travaillent sur le sida, par exemple, ou des données climatiques qui disparaissent du jour au lendemain. Et effectivement, le thème d'aujourd'hui, effectivement, il se pose singulièrement à propos de ce moment particulier. Alors, je souhaitais pas, disons, inscrire cette intervention dans ce contexte-là. Enfin, je suis pas professeur de géopolitique ou de géostratégie, mais il est clair que ça pèse quand même sur le contexte actuel, et on pourra en redire un mot tout à l'heure. Mon parcours va être simple. Je vais vous dire dans un premier temps pourquoi, en tant que philosophe, j'ai pu m'intéresser à ce domaine d'études, à la question de l'ignorance, parce que sans prétendre être exemplaire, je pense que ça peut donner aussi des points d'entrée dans la question. Je reviendrai dans un deuxième temps sur la notion d'ignorance elle-même, pour montrer en quoi c'est un état complexe, c'est pas uniquement une page blanche ou une page vide dans le livre du savoir. Je présenterai ensuite, troisième moment, les différentes théories de la production d'ignorance. Mais déjà, il aura fallu comprendre comment on peut produire de l'ignorance avant de montrer les mécanismes. Et puis, dans un dernier temps, j'essaierai d'ouvrir quelques perspectives. Dernier temps, quatrième temps, qui sera conclusif. Alors, sur le premier point, j'essaye d'économiser l'outil de travail. Singulièrement, dans mon parcours, il y a eu 3 moments ou 3 lieux dans lesquels j'ai rencontré cette thématique que vous avez peut-être vu. Alors parfois, il y a le nom grec très savant qui fait parfois peur, d'agnotologie, mais qui ne veut jamais que dire l'étude de l'ignorance. Parfois, on parle de études sur l'ignorance. Enfin, il y a différentes périphrases qui sont utilisées. Mais en tout cas, on retrouve un massif d'œuvres. Et moi, je me suis intéressé à cette thématique à partir d'un domaine où le mot n'était pas encore vraiment prononcé, et qui est le procès de Dover en Pennsylvanie en 2005. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler ici. C'est un procès assez intéressant qui oppose des parents d'élèves et puis des professeurs au sein d'une école, d'un lycée américain à Dover en Pennsylvanie, sur la question de savoir s'il faut ou non enseigner cette variante de créationnisme qu'on appelle l'intelligent design en classe ou pas. Et puis il y a des parents, donc un peu plus fondamentalistes, qui disent non, il faut pas laisser libre cours aux théories de l'évolution, il faut qu'on apprenne une autre théorie dans laquelle il y a un créateur intelligent du monde. Je vous laisse deviner un petit peu lequel il peut être. Et puis d'autres parents et les professeurs de biologie qui disent non, nous on veut apprendre le cadre théorique qui n'est pas le seul, mais qui en tout cas qui est un énorme cadre de la théorie biologique, et donc on va enseigner la théorie de l'évolution et pas une prétendue controverse entre l'évolution et l'intelligent design. Et ce procès a un moment très intéressant. Il y a des milliers et des milliers de pages qui sont archivées sur Internet, puisque aux États-Unis, les procès font l'objet de transcripts qu'on peut consulter ensuite. Et on voit des tas de discussions savantes. Ici, je vous ai représenté le flagelle bactérien, qu'on retrouve souvent chez les créationnistes. À l'origine, ça semble être un mécanisme d'excrétion de la cellule, et puis petit à petit, qui s'est complexifié et qui fait penser à un rotor, alors, pas de bateau, mais en tout cas une sorte de petite machine cellulaire comme ça. Et évidemment, les créationnistes disent une telle complexité n'a pas pu être sélectionnée par l'évolution, c'est impossible. Il a fallu un créateur intelligent. L'évolution n'aurait jamais pu fixer pièce par pièce un tel assemblage, puisqu'il faut que toutes les pièces soient en place pour que ça fonctionne
pour que ça puisse tourner. Alors évidemment, en face, les biologistes vous montrent toutes les séquences intermédiaires et sans doute que cet organe a changé plusieurs fois de fonction au cours de l'évolution. Et ce procès, il est intéressant parce que, d'une part, les protagonistes s'affrontent à grands coups d'arguments de philosophie des sciences. Qu'est-ce que c'est qu'une science? Qu'est-ce que c'est qu'une pseudo-science? Et on retrouve des tas de choses que nous, en cours, on a dans nos cours d'épistémologie, de philosophie des sciences. On trouve des mots d'ordre qui sont très ambigus. Le slogan des créationnistes à ce moment-là, c'est « enseigner la controverse ». Laissez-nous, c'est une bonne méthode pour enseigner l'histoire des sciences, l'aborder à travers les controverses. Si vous voulez parler du calcul infinitésimal, peut-être que vous parlerez de Newton et de Leibniz, de la génération spontanée de Pasteur et de Pouchet. Pourquoi ne pas faire la même chose avec l'évolution? Évidemment, ce qui est une manière c'est un cheval de Troie, c'est pour faire rentrer leur théorie à eux dans la salle de classe. Et je trouvais ce type de discussion intéressant parce que enseigner la controverse, ça peut être aussi bien dans la bouche d'un vulgarisateur ou d'une vulgarisatrice de science, parce que ça peut être effectivement un très bon procédé, mais ça peut être aussi exactement la même phrase dans la bouche de quelqu'un qui veut faire rentrer des thématiques non scientifiques dans un enseignement de science. Et effectivement, ce qu'on voyait, c'était la mise en question à l'école même d'un des cadres des théories biologiques, le cadre fourni par les théories de l'évolution. Et donc, si l'école ne consiste plus à enseigner, l'autre possibilité, c'est qu'il y ait une forme de production d'ignorance chez ces générations-là, qui ne seraient pas en possession, disons, de l'ensemble du cadre théorique de la biologie dont elles pourraient disposer. Je rappelle quand même le contexte, c'est le moment où des gens essayent, dans le Kentucky, de reconstruire l'arche de Noé, qui serait, je crois, 10 fois plus grande que les plus grands galions espagnols, qui étaient déjà le sommet de la charpente et de la menuiserie européenne, et avec tout ça, avec des dinosaures, des lions, des brebis, des vaches, etc., qui sont dans le même local. Donc c'est ce contexte, mais qui fait l'objet d'un affrontement autour de l'enseignement des sciences, avec un risque, qui serait ici un risque de production d'ignorance. L'autre contexte est le second, il se joue à Cambridge, Massachusetts, en 1878. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ce soir, ce n'est pas l'objet, mais c'est une date qu'on associe en général à un mouvement philosophique qu'on appelle le pragmatisme, et en particulier à la figure de Peirce, que vous avez derrière moi, qui était un personnage complètement fou, fou au sens exceptionnel et intéressant. Il a inventé une grosse partie de la sémiotique moderne et contemporaine. Il était chimiste, astronome, logicien. En tout cas, c'est à mon avis un des derniers esprits universels et capable d'innovation radicale dans tous ces domaines-là. Et en matière de philosophie des sciences, avec ses collègues, Peirce, James et puis plus tard Dewey, il a cette idée que l'enquête scientifique, c'est une pratique. C'est quelque chose que les scientifiques font, qui ne se font pas sans eux. Donc, elle a besoin d'une communauté, par exemple. Elle a besoin d'expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'il réduit la science, parce qu'en même temps, c'est un logicien. Il est capable de faire des calculs formels extrêmement compliqués. Mais il pense qu'on ne peut pas comprendre la science si on ne la comprend pas comme une pratique de formulation d'hypothèses, de rectification perpétuelle. Et donc, il y a quelque chose qui relève de l'activité dans la science et qui disparaît parfois des traités scientifiques une fois que les problèmes ont été résolus et qu'on peut faire, disons, un exposé et une synthèse épurée ou qui ne parlerait plus de ces pratiques-là. Et donc, moi, la question que je me posais, c'était en les lisant, en disant, si on admet que la connaissance peut être produite à travers une activité, même si c'est une activité très normée, très formalisée, très particulière, qu'en est-il du contraire ? Si on peut construire, si on peut produire, est-ce qu'on peut détruire? Est-ce que c'est possible qu'une activité, au lieu de produire de la connaissance à travers l'action, une activité puisse détruire la connaissance? Ou si ça vous parle un petit peu plus, la question que je me posais, elle consistait à regarder les catégories qu'on a en philosophie de l'action, où on admet qu'une action peut échouer. Et ça, il n'y a pas besoin d'être philosophe, on est tous échouer à tel ou tel moment. Ça intéresse davantage les psychologues. Une action, elle peut échouer de manière persistante. Les psychologues, les psychiatres, ils s'intéressent beaucoup à ça. Et là aussi, il n'y a pas besoin d'aller chez le psychiatre. C'est quelque chose qui peut nous arriver à toutes et à tous. Et une action peut échouer
sous l'effet de l'action de quelqu'un d'autre. Après tout, une grosse partie de l'activité des gens, parfois, c'est d'empêcher d'autres de parvenir à leurs fins, de réussir ou de commettre des méfaits. En tout cas, c'est de perturber l'action des autres. Et donc, moi, la question que je me posais, cette chose-là, cette perspective sur l'action, est-ce qu'on peut l'appliquer aux sciences? Et je ne trouvais pas beaucoup de réponses dans la littérature existante. Et donc, ça a été le deuxième moteur. Et le troisième moteur, ça a été la rencontre avec cet historien des sciences, Robert Proctor, qui est historien des sciences à Stanford, en Californie, à l'université de Stanford, qui avait travaillé sur cette notion, qui avait travaillé dans les années 90 sur les guerres scientifiques contre le cancer ou sur la médecine raciale chez les nazis. Enfin, c'est un historien à large spectre. Et pendant toutes les années 2000, y compris quand je l'ai rencontré en 2011 en Allemagne, à Bielefeld, il était en train de travailler à cet énorme livre dont j'ai fait l'édition française, qui est un peu différente de l'édition américaine et qui est sorti en 2014. C'est un très très gros livre, de 750 pages, et qui est effectivement sur l'industrie du tabac, dont parlait Frédéric tout à l'heure, sur la manière dont un secteur industriel a mis sous pression la recherche biomédicale, les publications, la communication publique sur le tabac, pour gagner quelques années, voire quelques décennies, sur des réglementations plus douloureuses pour eux. Et c'est un secteur qui, au lieu de nier la science de l'extérieur, de se contenter de dire non, le tabac n'est pas dangereux, s'est rendu compte que ça ne marcherait pas leur stratégie s'ils ne rentraient pas sur le terrain de la science. S'ils n'avaient pas des chercheurs à eux pour répandre, disons, aujourd'hui on dirait leurs éléments de langage ou leur discours, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, s'ils ne finançaient pas eux aussi de la recherche, s'ils ne fondaient pas eux aussi le comité de recherche de l'industrie du tabac qui a existé, qui a été créé en 53-54. Et donc, ça a été un moment important parce que je voyais que ce discours, c'était pas uniquement un discours de critique, comme on peut parfois entendre des discours sur les lobbies ou un peu généralistes, mais là, c'était fondé quand même sur à peu près 80 millions de pages d'archives. Je dis 80 millions parce que c'était la pénalité infligée par la justice fédérale américaine quand les cigarettiers ont perdu les procès fédéraux. Les juges ont dit, votre condamnation, il y a des condamnations financières, mais une partie de la condamnation, c'est vous allez financer la numérisation de toutes vos archives internes et vous allez financer la mise en ligne. Et donc aujourd'hui, c'est une source assez incroyable pour les historiens. Et juste pour être complet, Proctor avait en 2008, donc quelques années avant, avec son épouse Londa Shibinger, publié un collectif qui s'appelait Agnotology. On n'a pas besoin de les connaître dans le détail pour la conférence de ce soir, mais si, je suppose dans la salle, si quelqu'un ou si plusieurs veulent lire davantage, ça reste toujours des ouvrages intéressants et accessibles. En tout cas, pour ce qui nous concerne ce soir, ce qui me semblait intéressant dans ce terrain d'études que je voyais se dessiner, et vous verrez, il y a d'autres titres, j'en mentionnerai quelques-uns dans un instant, moi qui venais de la philosophie des sciences et de la connaissance, j'y voyais déjà un complément nécessaire. Il me semblait qu'on ne pouvait pas se contenter d'étudier la connaissance quand elle réussit. Il faut aussi, si on veut la comprendre et la connaître pleinement, comprendre les cas où elle est mise en échec, où elle est obscurcie, où elle disparaît. Ça me semblait être un complément absolument nécessaire à l'étude de la connaissance, à l'épistémologie. Et puis aussi, j'emploie l'expression de banc d'essai pour la philosophie des sciences. Il me semblait que c'était une bonne mise à l'épreuve des philosophies dont on disposait. Alors vous connaissez peut-être les grands noms, Popper, Thomas Kuhn, etc. On les connaît bien quand elles parlent des sciences ou des grandes théories, soit qui ont triomphé, soit qui ont été écartées. Les alchimistes qui ont été écartés, puis Lavoisier, le chimiste, qui a été validé par la suite. Mais qu'en est-il de ces entreprises de SAP, de l'autorité de la science ou des résultats de la science? Et donc, moi, c'est les questions que je me posais. Je pense que, selon les disciplines dont vous venez, ou selon vos sujets de curiosité, je pense qu'on peut trouver des équivalents de ces questions. Mais certes, je ne vous ai pas encore parlé en détail du concept qui nous réunit ce soir et qui est l'ignorance. Et mon deuxième point, qui est une forme de thèse, d'argument que je vous soumets, c'est que l'ignorance, c'est plus qu'une simple absence de connaissance. Certes, on peut très bien dire si quelqu'un ne sait pas quelque chose, il ou elle l'ignore. Ça, c'est une trivialité, ça marchera toujours, mais ça ne décrit pas la plupart des situations que nous avons en tête lorsque nous décrivons des situations d'ignorance. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail.
Il me semble que quand on fait le décompte des ignorances, telles qu'elles arrivent dans notre discours, il y a déjà les ignorances qu'on attribue aux autres. Si je dis Pierre ne sait pas que les métaux se dilatent sous l'effet de la chaleur. J'ai bien dit quelque chose au sujet. Je peux dire Pierre ignore que les métaux se dilatent sous l'effet de la chaleur. De fait, c'est un phénomène tout à fait observé. C'est même une loi. Donc, je lui attribue une ignorance. Mais vous voyez que quand j'attribue cette ignorance, j'ai fait plusieurs choses à la fois. Mon attribution, elle implique qu'au moins une personne ait accès aux faits. Si je dis Pierre ignore que les métaux se dilatent sous l'effet de la chaleur, vous êtes en droit de déduire que moi, je sais qu'ils se dilatent sous l'effet de la chaleur, ou que je connais au moins une personne à qui je fais confiance et qui me l'a certifié, ou au moins un livre, un manuel par exemple, dans lequel c'est parfaitement établi. Sans forcément faire référence aux sciences, si vous organisez un anniversaire surprise, il vaut mieux que la personne concernée ignore que cet anniversaire est préparé. Et qu'est-ce qu'elle ignore ? C'est la chose que tous les autres savent quand ils se réunissent, qu'un anniversaire va être célébré ce soir-là, que des gâteaux sont préparés, que des victuailles sont rassemblées. Et donc, l'un ignore ce que les autres savent. Et s'il n'y avait pas d'anniversaire préparé, la personne ne pourrait même pas ignorer que quelque chose est préparé. Et donc, on a une sorte de relativité entre l'ignorance qu'on va attribuer à certains et puis la connaissance qu'on est obligé d'attribuer à d'autres. Et dans ce cas-là, il me semble que ça, c'est un premier usage qui existe, mais qui est assez superficiel, la notion d'ignorance. Et c'est une thèse, en gros, sur la distribution sociale de l'ignorance. C'est-à-dire, vous prenez un groupe, qui sait, qui ne sait pas. Mais juste à ce niveau-là, même à ce niveau superficiel, vous voyez que on est obligé de faire rentrer dans la notion d'ignorance beaucoup plus que la simple privation d'une connaissance. Ici, on est obligé de prendre en compte ceux qui ont accès à cette connaissance et ceux qui n'y ont pas accès. On trouve déjà de la relation et pas simplement de la privation. Simplement, il y a aussi autre chose, c'est les ignorances qu'on peut s'attribuer à soi-même. Et vous voyez que là, on est dans une situation différente. On n'est pas dans un cas de distribution de connaissances. On ne peut pas faire une phrase qui consistera à dire « J'ignore que les métaux se dilatent sous l'effet de la chaleur ». Parce que je serai en train de dire à la fois qu'il y a un fait et que je ne sais pas ce fait. Je peux dire « J'ignore si les métaux se dilatent sous l'effet de la chaleur », d'accord ? Dans ce cas-là, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il y a un fait qui va rendre cette proposition-là vraie ou non. Et ce qui a beaucoup intéressé certains historiens des sciences, ou certains scientifiques, je pense à Stuart Firestein, qui est professeur à Columbia, c'est que certains ont vu dans ce type d'ignorance, quand je dis vraiment « je ne comprends pas, mais j'aimerais vraiment savoir cette chose-là, à moyen court, à moyen ou long terme », certains y ont vu le cœur de la recherche scientifique. Et donc, parfois, et c'est souvent le cas en science, on peut poser des questions et on peut formuler des ignorances, même si personne, à un moment donné, n'a accès à l'ensemble des faits qui permettent de trancher la question. Visiblement, il y a eu beaucoup d'avancées sur la question de la matière noire ces derniers temps, mais pour l'instant, personne n'a la réponse finale à ce problème cosmologique, astrophysique. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez que c'est une ignorance qui a une structure différente de la première. Il y a une question, mais il n'y a pas forcément de faits qui permettent de trancher. Et là-dedans, je distinguerai un cas particulier, peut-être dont vous reparlerez, je ne sais pas, autour du métro 3 ou d'une des thématiques dont il va être question un peu plus tard dans le cycle. Mais parfois, ce qu'on voit, c'est que non seulement il n'y a pas de connaissances qui existent, ou il n'y a pas de faits qui permettent de trancher, mais il y a une partie de la société qui est beaucoup plus mobilisée que les autres pour qu'on trouve une réponse à cette question. Alors, comme toujours en théorie des sciences, il y a des gens qui vont arriver avec un nom compliqué ou alambiqué. Les spécialistes ont parlé de London Science, la science qui n'est pas faite. Mais bon, science qui n'est pas faite marche aussi. Et ça, vous pouvez penser, par exemple, des gens qui sont malades d'une maladie orpheline, peut-être que ce serait possible d'avancer génétiquement, ou avec des vaccins, ou avec ce genre de choses. On peut imaginer que ce ne soit pas totalement hors de portée de la science, mais qu'actuellement, aucune recherche ne soit financée à ce sujet-là. Et donc, dans ce cas-là, vous auriez une partie de la société qui se mobilise pour que des faits soient produits, pour qu'une réponse soit donnée en face d'une ignorance qui est pour l'instant une ignorance ouverte.
y a-t-il une cure pour la maladie de Charcot, par exemple? Ça, ce serait une question, même si là, on voit qu'il y a une communauté assez large autour de cette maladie. Alors, voilà, c'est la première hypothèse que je fais, que je vous soumets, c'est qu'on a toujours intérêt à distinguer ces deux cas. Et si je veux vous en convaincre, et si on prend n'importe quel exemple pris dans l'histoire des sciences, aujourd'hui, si je dis Pierre, je prendrai des noms féminins par la suite, Pierre ignore que les planètes se déplacent autour du Soleil selon une ellipse, dont le Soleil occupe un des foyers. On sait, les planètes n'évoluent pas de manière circulaire, mais elliptique autour du Soleil. Si c'est aujourd'hui et que c'est au programme du lycée dans le pays où on se trouve, simplement, cette personne ne sait pas ce qu'elle devrait savoir pour avoir le bac, ou ne sait pas ce que ses camarades savent. En revanche, si je me place quelques années, voire quelques décennies avant 1600, disons avant les travaux de Kepler, dans ce cas-là, on retombe plutôt dans le deuxième côté. Quelqu'un qui se pose la question, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse stable à ce moment-là. Et donc, je suis en train d'apporter de l'eau à mon moulin, si vous permettez. L'ignorance, c'est pas simplement une page blanche. Parce que vous voyez que là, si on ne fait pas intervenir l'histoire des sciences, une ignorance particulière, je ne sais pas si les planètes se déplacent de manière elliptique. Suivant l'état des sciences, c'est une ignorance du type 1 ou c'est une ignorance du type 2. Et si on les aplatit, on dit n'importe quoi, on rend toutes les situations équivalentes alors qu'elles ne le sont pas. Première chose que je suggère, il y en a une troisième qui est peut-être qu'il y a un cas d'un sens de l'ignorance qui n'est pas totalement résumé dans les deux premiers et qui est le sens actif de l'ignorance. Quand je dis que, par exemple, je ne le fais pas, mais j'ai croisé quelqu'un dans le couloir et je l'ai superbement ignoré. Ça ne veut pas dire que je ne sais rien de cette personne, mais ça veut dire que par mon attitude, j'ai fait comme si elle n'existait pas ou comme s'il n'y avait rien à connaître à son sujet. Et il y a des analystes de la société aujourd'hui, ou des gens qui travaillent en philosophie ou en théorie politique, qui pensent que parfois il y a un sens actif de l'ignorance, où une partie de la société préfère ne pas trop savoir ce qui se passe dans une autre partie de la société, ou dans une autre communauté, ou dans une autre minorité. Et ce type d'ignorance active peut avoir des effets tout à fait certains. Parfois, ça peut être simplement qu'on va choisir de ne pas poser des questions, puisqu'on va parler un petit peu du tabac dans un moment. Un élément de réflexion qu'on a souvent en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais après tout, il y a à peu près les mêmes craintes autour de l'alcool. Désolé, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de consommation sans risque d'alcool, ou alors vraiment très très bas. Pourtant, j'ai pas entendu les mêmes discussions ou les mêmes mobilisations autour de cette question dans mon pays. Alors certes, il y a une étiquette à destination des femmes enceintes sur les bouteilles de vin ou les bouteilles d'alcool, mais quand on sert une bouteille d'un grand cru un dimanche, il y a un anniversaire ou un truc comme ça, il n'y a pas une étiquette dessus marquée « boires-tu » Et là, on peut se demander, en fait, est-ce que c'est une question de dénégation scientifique ou est-ce que c'est une question d'ignorance au sens actif où une société préfère ne pas savoir? Les deux peuvent être dits. Il y a des gens qui pensent que c'est l'effet d'action puissante de lobby, d'autres qui pensent qu'il y a une part culturelle aussi, qui préfèrent ne pas trop se poser la question. Je ne trancherai pas là-dessus, même si j'ai quelques idées. Si je veux synthétiser, en gros, juste pour montrer qu'il y a une dimension relationnelle, puis je passe au mécanisme dans un instant. Il y a des cas, ce serait dans les cas de distribution, où on a une partie de la société qui sait, et puis le reste qui ne sait pas. Et là-dedans, il y aurait plein de choses. Pensez à toutes les thématiques du type secret d'État, secret défense, secret des affaires. On est dans des cas où il y a du savoir qui est séquestré, parfois pour de bonnes raisons, je ne juge pas. Et donc, en bleu, c'est tous ceux qui ignorent. Après tout, et ça peut être justifié. On n'a pas forcément tous besoin de connaître les recettes pour fabriquer un virus dans son garage ou pour enrichir des matières fissiles. Vous voyez, c'est pas ou construire une bombe nucléaire, ce serait plus difficile, mais dans son jardin. Donc peut-être que c'est bien que ce soit séquestré, et ça l'est d'ailleurs dans nos pays selon la loi. Et puis à droite, la situation où personne ne sait, la situation où une partie de la société est davantage concernée, davantage mobilisée.
Et alors, vous seriez en droit de me dire, et le bateau Et de fait, c'est un cas un peu particulier, je pourrais en parler pendant les questions, mais pour moi, qui représente toutes les situations où un savoir est distribué et morcelé sur une collectivité. Sur un paquebot, c'est aussi vrai sur un navire militaire, sur un sous-marin, dans une centrale nucléaire. Personne individuellement n'est en possession de toute la connaissance qui est nécessaire pour faire fonctionner le complexe tout entier. Et donc, on peut dire, c'est aussi un cas d'ignorance. Je sais une petite partie, et puis j'ai une ignorance de perspective qui est liée à mon ignorance de toutes les autres positions, de ce que doivent savoir toutes les autres positions sur le navire. Et dans ce cas-là, ça pose une question intéressante pour les philosophes, mais peut-être aussi pour les citoyens. C'est est-ce qu'on veut prêter une connaissance à un collectif, même si aucun individu ne possède la totalité de cette connaissance. On peut dire, après tout, je sais pas, alors, pardon, je parle de mon pays, mais je pas me risquer à me prononcer au nom du vôtre, mais on peut dire la France sait ou savait fabriquer des centrales nucléaires. Donc on prête un savoir à une collectivité, sait faire des greffes de main ou de tel ou tel organe. Et donc, il y a des choix qui sont à faire à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un savoir qui est possédé par une collectivité qui se traduit par des ignorances de perspective ou pas? Mais ça, c'est un débat que je vais laisser peut-être pour la discussion pour une autre fois. Je retiens pour l'instant que j'espère l'avoir suffisamment montré, puis on peut y revenir, qu'en tout cas, l'ignorance gagne à ne pas être considérée uniquement comme une page blanche ou comme une pure privation de savoir. C'est plus riche. Il faut faire intervenir des relations à l'histoire des sciences, à l'histoire des savoirs, à ce que savent les autres. Et seulement, me semble-t-il, à partir de ce moment-là, on peut se prononcer de manière intéressante là-dessus. Évidemment, si j'ai été invité, c'est qu'on avait initié une discussion sur donc la thématique de la production d'ignorance. J'essaie de vous donner un exemple tout à l'heure avec le créationnisme, mais il y en a d'autres. Et donc, toutes les situations, on peut en venir à comprendre l'ignorance, non pas simplement comme un état, mais aussi comme un effet, comme quelque chose qui est produit par des mécanismes. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui intrigue la première fois qu'on rencontre cette idée. Comment on peut croire que de l'ignorance est produite, c'est pas une chose, c'est une privation de quelque chose. Comment se le représenter, comment s'en faire une image. Comme j'espère avoir déjà un tout petit peu commencé à vous montrer qu'on ne pouvait pas se contenter de comprendre l'ignorance comme une simple privation, qu'il y avait beaucoup de choses dedans, peut-être que ce sera un peu moins mystérieux de comprendre pourquoi et comment elle peut être produite. Déjà, c'est un argument d'autorité, mais il y a toute une littérature sur cette question, de livres que vous n'avez pas, que vous avez maintenant, tout à fait anxiogènes, je l'avoue, je ne parle pas du mien, mais que vous trouvez, c'est pas une manière de le vendre, parce qu'il est disponible aussi gratuitement sur Open Edition. S'il y a tel ou tel argument qui vous intéresse, je ne suis pas en train de répéter le livre ce soir, mais en tout cas, il est disponible entièrement, gratuitement, chargé. Mais bon, il y a toute une thématique. Vous retrouvez le livre de Proctor. On retrouve beaucoup de marchands de doute. Ça, je vous montrerai l'extrait. C'est une allusion aux cigarettiers, mais aussi à ce qu'ont fait les producteurs de pétrole et de gaz dans les années 80-90. Il y a des choses sur le plomb, Lead Wars, les guerres du plomb. Deceit and Denial, c'est la tromperie et le déni. C'est un livre de Rosner et Markowitz qui porte sur la silicose, notamment, qui est une maladie qui fait encore beaucoup de morts, mais qui est complètement niée. Enfin, je ne pense pas, à part si vous venez d'une région minière, qu'on vous en ayez beaucoup entendu parler, récemment en tout cas, alors que pourtant ça continue d'être un sacré problème. Et le summum de la gloire, c'est qu'on a maintenant la consécration scientifique, c'est qu'on a un Routledge Handbook, donc un manuel Routledge, et même international, d'études sur l'ignorance. Et donc, bon, voilà, on peut se prévaloir d'avoir un diplôme en ignorance quelque part, ce qui intrigue toujours la famille, ça je concède. De manière plus accessible, peut-être, même si je pense que rien de ce qui est derrière moi n'est inaccessible, sinon je ne les aurais pas présentés. En 2021, j'ai coécrit un documentaire qui a été réalisé ensuite par Pascal Vasselin et Franck Cuvelier, qui s'appelait La Fabrique de l'ignorance, qui est passé sur Arte, mais aussi sur je sais pas, peut-être des gens l'ont vu ici,
qui est passé, ouais, monsieur, qui est passé en Belgique aussi, et je pense qu'on peut, alors, je peux pas donner de liens illégaux, mais je pense qu'on le trouve assez facilement, sinon vous le trouvez chez Arte. On avait essayé de mettre en image un peu cette chose-là, et de fait, avec la même prévention ou crainte que j'ai moi ce soir devant vous, c'est on approche une télé pour leur vendre entre guillemets un documentaire sur l'ignorance. On se disait on va se faire chasser immédiatement, et en fait ça a pris assez vite parce qu'ils voyaient assez bien le type de problème qui était en jeu. Et donc si on pense que l'ignorance peut être que l'ignorance peut être produite, en fait il y a deux grandes possibilités. Si on va essayer de mieux comprendre cette idée de production, qui reste mystérieux à ce stade de l'exposé, ça peut être produit par des stratégies et par des intentions. Donc là, ce serait une variante intentionnelle. Pour mener à bien mes stratégies, je vais essayer de vous faire ignorer un certain nombre de choses que vous auriez pu savoir sinon. Donc là, c'est bien, on produit l'ignorance dans le public de manière intentionnelle. Et il n'y a pas que l'intention dans la vie. Parfois, l'ignorance, elle est produite par les outils même dont on se sert pour connaître, par nos institutions, qui ont certaines priorités, qui financent certaines recherches et pas d'autres, ou par la façon dont notre société est organisée. Le deuxième point, s'il vous semble abstrait, il n'est pas du tout. Hein. Regardez, très récemment, je discutais avec des collègues chimistes. Vous savez que l'administration Trump, dont j'ai promis de pas trop parler ce soir, mais il faut le faire de temps en temps, a voulu supprimer toutes les recherches qui portaient sur l'inclusion, le genre, la diversité sociale. Bon, ok, c'est leur programme idéologique. Après tout, il était annoncé d'emblée. Enfin, je pense que personne n'avait lieu d'être trop surpris. Mais en fait, ils ont passé en revue l'ensemble des bourses qui avaient été attribuées en chassant certains mots-clés. Et notamment, si vous aviez diversité dans vos mots-clés, eh bien, vous pouviez passer à la trappe, et ça arrivait sur des projets de biologie, voire de chimie. Il y a des sujets qui ont été privés de financement. Et après, bon, les recours sont pas évidents. Et donc, voilà un exemple de manière dont une institution peut produire à moyen terme de l'ignorance. Et là, en un sens très littéral, parce que de la science ne va pas être faite sur ce sujet, et ne va pas être faite parce qu'il n'y a pas de financement. Et il n'y a pas forcément une stratégie de tuer la biologie ou la chimie. Mais ça va être simplement un effet collatéral d'autres choses qui sont présentes dans les institutions. Retenons à ce stade, donc on a une version un peu stratégique qui peut sembler machiavélique, et puis une autre variante où elle est produite par les institutions et par les instruments. À côté de la variante intentionnelle, qui est celle qui a le plus attiré l'attention et qui est illustrée dans l'exemple de l'industrie du tabac, la question qu'on peut se poser juste avec les éléments que j'ai essayé de rassembler avec vous déjà, c'est quelles sont les stratégies qui permettraient de faire disparaître une connaissance, si elle existe déjà. Vous voyez que ça va pas se passer comme ça. Si vous avez une partie de la société qui sait quelque chose, et que c'est très inconfortable pour vous que cette connaissance existe ou circule, il va falloir mettre en place des mécanismes, des processus. Comment vous pouvez faire pour en rendre l'usage incertain ou impossible? Ça, c'est quand vous avez renoncé à l'éliminer, mais que vous n'avez plus envie que les gens puissent en servir pour produire de nouvelles connaissances. Ou comment compliquer le travail de la preuve. Et donc, si ces mécanismes existent, et on va le voir, enfin, vous allez en décider, mais dans ce cas-là, effectivement, de l'ignorance qui aurait été évitable a été produite. Et donc, la question, c'est de se les représenter. Alors, j'ai pas mieux. J'ai pris ici le schéma le plus simple, et s'il y a des scientifiques dans la pièce qui verront que, évidemment, jamais le raisonnement scientifique est aussi linéaire que ça, mais je représente, pour schématiser de la manière la plus simple, ce qu'est une inférence qui part d'un point de départ, de prémisse, qui a un certain nombre d'enchaînements ou d'éléments de preuve et qui aboutit à une conclusion. Après, on peut introduire des tas de ramifications, des buissons. C'est plutôt le buisson qui s'approche le plus de l'article scientifique en général. Et si on arrive déjà à le montrer à ce niveau-là, on peut étendre après par analogie. Et donc, pour essayer de rendre un peu plus concret, en haut à gauche, vous pouvez créer de l'ignorance si vous retirez des prémices, c'est-à-dire des points de départ. Des points de départ, ça peut être des données, ça peut être des archives, ça peut être certaines connaissances particulières de l'espace public
Le grand exemple de ça, c'est les lois sur le secret nucléaire. En 46 aux États-Unis, la plus importante. On en a en France des équivalentes. Où là, des lois ou des grands processus d'ingénierie pouvaient être classifiés instantanément. En 46 aux États-Unis, si vous inventez un processus qui permet d'enrichir de l'uranium ou n'importe quoi, qui peut être enrichi, eh bien, la page même sur laquelle vous l'avez écrite est automatiquement classée secret défense. Littéralement, le physicien ou la physicienne qui l'aurait écrite n'aurait même pas le droit de continuer à la posséder ou à la lire. Donc là, on peut classer des lois ou des grands processus secrets. Et l'idée, évidemment, c'est de produire de l'ignorance. Alors, dans sa population peut-être, mais évidemment, dans le bloc d'en face, on n'a pas trop envie que du côté de la place rouge, on sache trop vite comment faire, ou tel autre adversaire. Pareil pour, même si il existe beaucoup moins, mais il y avait un certain nombre de moratoires ou d'ententes entre des scientifiques pour pas trop diffuser des choses importantes en virologie. C'est, je crois, malheureusement beaucoup moins le cas maintenant. Et donc, mais l'idée, et on a retrouvé cette chose-là, on se crée des affaires aussi. Il y a certaines données qui, pour des raisons de viabilité économique d'entreprise, peuvent être soustraites à l'espace public. L'idée aussi, c'est d'empêcher d'autres connaissances d'émerger. Dans le meilleur des cas, chez le concurrent économique. Dans d'autres cas, peut-être chez le législateur ou chez le régulateur. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, vous comprenez bien comment ça, c'est un premier mécanisme. Je fais disparaître le point de départ et après, bon courage pour arriver à une conclusion si vous avez plus de point de départ fiable. Ah, ça marche si, je ne sais pas qui est ou a été scientifique, chercheur, chercheuse dans la pièce, mais ça, c'est un cas idéalisé parce que très souvent, on peut parvenir à la même conclusion à partir de prémices différentes, à partir de points de départ différents. Vous pouvez mesurer la vitesse de la lumière, par exemple, à travers 4, 5 ou 6 processus différents. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire disparaître de l'espace public pour couper l'accès à une connaissance. Ce qui fait que dès que vous avez vraiment du secret stratégique, en général, il faut une bureaucratie derrière pour le gérer. Parce qu'il faut à la fois que vous gériez en interne votre secret, il faut qu'il soit archivé quelque part, et il faut que vous puissiez surveiller l'espace public pour voir quand est-ce qu'il y a des infractions au secret. Mais pour voir qu'il y a des infractions, vous êtes bien obligé, il y a bien des agents qui doivent savoir ce qui est secret et ce qui doit le demeurer. Et donc, c'est ce qui fait qu'en général, c'est que des gouvernements assez structurés ou des armées ou des choses équivalentes qui peuvent gérer sur le très long terme du secret de ce type-là. Le deuxième cas, c'est celui des marchands de doute. Je vous donnerai un extrait d'archives dans un instant. On peut se contenter cette fois de rendre incertain le point de départ. Et ça, c'est très économe. Parce que si je vous dis, je sais pas, ça c'était très fréquent au début des années 2000, vous savez, depuis 98, on trouve que ça réchauffe pas, on trouve qu'il y a un plateau depuis 98, les modèles du GIEC disent que ça devrait réchauffer, donc les observations ne correspondent pas aux modèles, peut-être que les modèles sont douteux, et sans doute que le réchauffement climatique est douteux aussi. Ça, c'était un des arguments climato-sceptiques importants au début des années 2000. Ça, c'est assez fort parce que, en termes d'économie, parce que vous n'avez pas besoin de faire disparaître le point de départ. Vous avez juste envie que les gens ne désirent pas l'utiliser pour justifier des raisonnements ou pour prétendre à des financements de recherche ou pour justifier des lois ou des mesures de protection de l'environnement. Et donc, dans ce cas-là, la question qu'on va se poser, c'est de savoir comment produire du doute sur un point de départ. En général, il suffit de rendre le coût de l'erreur exorbitant. Si je veux dire, d'accord, ça c'est incertain, et si vous partez sur cette base, ça va coûter très très cher, ça va engager des coûts très très importants en termes d'emploi ou de PIB pour la société, et vous n'êtes pas totalement, c'est controversé le point de départ, ça rend petit à petit le coût de l'erreur exorbitant, et ça a toutes les chances de paralyser l'action. Ça, dans le domaine de la vie quotidienne, on le voit très bien. Hein. Par exemple, si on imagine des colocataires, et puis, admettons, c'est des garçons, il y en a un qui sort pour un rendez-vous galant, etc. Et puis, quelqu'un dans la maison lui dit « Tu es sûr que tu vas sortir avec cette chemise-là »
d'un seul coup, le coût de l'erreur devient exorbitant et vous avez toutes les chances de voir la personne douter de la manière dont elle est habillée et sans doute de changer. Il n'y a pas besoin de faire disparaître la chemise, en gros, pour obtenir un changement de comportement. Alors, il y a peut-être d'autres exemples plus académiques ou plus heureux, mais chaque fois qu'on associe une pénalité très forte au risque d'erreur, on peut augmenter artificiellement le doute envers le point de départ. Je vais vite sur le troisième, mais en gros, j'ai mis des points d'interrogation autour de ce qui permet de passer d'un élément de la preuve à l'autre. Chaque fois que vous allez exiger un niveau de preuve extrêmement élevé, ou vous allez compliquer la constitution de la preuve, vous allez compliquer l'arrivée au résultat. Vous pouvez demander par exemple des preuves épidémiologiques avec une élévation très très forte du risque relatif, et vous allez laisser passer énormément de risques relatifs considérables, mais par exemple qui ne doublent pas le risque normal d'avoir une maladie. Et dans ce cas-là, vous allez restreindre énormément de risques et vous allez restreindre énormément de pathologies. On pourra revenir sur cet exemple-là. Je vais juste passer quelques secondes de plus sur le quatrième cas. C'est le jeu de la multifactorialité. C'est le jeu où on va multiplier les causes possibles. Ça, c'était fréquent dans le domaine du climat, par exemple. Dans le domaine du climat, toujours dans les années 90-2000, donc il y avait des gens qui disaient ça réchauffe parce que l'industrie humaine a déversé énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ces gaz à effet de serre font ce qu'ils doivent faire et qu'on sait depuis le 19e siècle, ils font réchauffer. Et puis en face, vous aviez des gens, il y avait un physicien français très connu, et qui lui prétendait que c'était l'action du soleil, par exemple, principalement l'action du soleil, qui est un facteur. Personne n'a dit que le soleil ne concourait pas. Merci, j'ai mon secours. Merci. Je sais pas si l'eau belge économise plus la voix que les chocolats belges, mais ça, on ne saura pas. Allez, je me permettrai pas de manger vos délicieux chocolats devant vous, cher. Et donc, on peut jouer sur la pluralité des causes. Alors, pour illustrer le doute, les marchands de doute, je l'ai mis en anglais, mais je traduis les deux premières phrases. C'est ce qui fait qu'on a parlé de marchands de doute, c'est ce mémo-là, qui est un mémo qui est reproduit partout, il est dans mon bouquin, il est dans Proctor, il est dans... qui est un mémo qui a été saisi chez des cigarettiers, chez Brown et Williamson. Alors, document assez tardif dans les stratégies de dénégation des cigarettiers, il date de 69. Mais il est assez intéressant parce que en interne, ils se disent tout. Et c'est aussi pour ça que ce type de document a valu au secteur d'être condamné sous un équivalent des lois RICO, que vous connaissez peut-être si vous avez regardé la série Les Sopranos, qui concerne plutôt la mafia, la criminalité en bande organisée, parce que ce type de document a pu montrer qu'il y avait vraiment une stratégie de dissimulation des résultats, et d'autres documents ont montré qu'il y avait une entente entre les représentants du secteur pour cacher certains éléments très très bien connus en interne. Et là, ce que nous dit le communicant, qui parle à ses chefs, qui leur donne en gros la stratégie, ce qu'il faut marteler dans les journaux, c'est que le doute, je traduis, c'est notre produit, parce que c'est aussi le meilleur moyen de rivaliser avec l'ensemble des faits qui existent dans l'esprit du public ou du grand public, général public. C'est aussi le moyen d'instaurer une controverse. Et donc, ça, ce document-là, il est intéressant pour tout le monde. Pour un philosophe, il est intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, pour continuer à vendre le produit, il faut arriver à vendre de doute. Si vous arrivez à faire douter le consommateur, le primo-consommateur, parce qu'après, pour le secteur, c'est fini. On sait qu'il va consommer à vie. Si vous arrivez à faire douter le gouvernant, la gouvernante, le législateur, le régulateur, vous allez pouvoir continuer à écouler le produit. Et ce document, il rationalise et il explique très bien pourquoi le secteur tout entier est rentré aussi profondément dans le secteur de la recherche scientifique pour essayer de la capter, de la capturer et essayer donc d'instiller des doutes. Et alors, marchand de doute, c'est une expression qui a fait florès, qui a été reprise après par Naomi Oreskes
dans son livre qui porte en grande partie sur le climato-scepticisme, parce que ces mêmes stratégies-là de l'industrie du tabac, elles ont été pleinement reprises après par les climato-sceptiques dans les années 90. Et souvent qui étaient les mêmes, on a vu les mêmes personnes d'un débat à l'autre, qui donc étaient climato-sceptiques un jour, qui trouvaient qu'il n'y avait pas de trou dans la couche d'ozone, qu'il n'y avait pas de pluie acide, etc., et qu'il n'y avait pas de danger lié au tabagisme pacifique. Et alors, donc vous vous souvenez, il y avait ces 4 cas, je les illustre pas tous, parce que je veux finir vers écart, comme on m'a demandé, écart modulo 2-3 minutes. L'exemple de jeu sur les causes, c'est les projets qui ont été financés par les cigarettiers, ce qu'on appelait les projets spéciaux, dans les années 50. Alors, j'ai pas tout pris, parce qu'il y a eu des projets de science réels qui ont été financés, par exemple, sur virus et cancérogénèse. Il y a des virus qui favorisent l'apparition de cancer. Simplement, évidemment, dans le cas du cancer du poumon, c'était pas la cause principale, c'était pas la cause prédominante. Mais effectivement, alors, je rassure tous les natifs ou les natifs de Mars, il n'y a pas de risque d'aimant. Et je rassure tous ceux qui seraient concernés par ce souci, qui arrive à tout le monde. Il y a quand même des médecins qui ont été payés pour voir si le cancer du poumon était rare chez les hommes atteints de calvitie. Donc là, vous voyez qu'ils sont en train de chercher dans tous les coins pour voir s'il n'y aurait pas un facteur qui permet de diluer le facteur principal, ou de dire, non, c'est pas la cigarette, c'est qu'il, alors là, en l'occurrence, il a trop de cheveux, ou il y a trop de pilosité, ou il y a une autre cause sous-jacente. Et donc, c'est assez intéressant de plonger dans ces archives. Vous pouvez les consulter assez librement. Sur ces exemples-là, on pourra en prendre d'autres dans la discussion, mais pour pas tenir un discours trop flou, il me semble que c'est important de se demander quelles sont les cibles. Si on cherche à faire douter, si on cherche à faire ignorer, voilà. Et quel est l'intérêt stratégique de cette connaissance? Est-ce que c'est un intérêt stratégique pour le législateur? En gros, si on arrive à faire douter le législateur, il va se dire, c'est peut-être trop tôt pour restreindre, pour bloquer complètement l'accès au marché à tel ou tel producteur. Après tout, c'est une considération qui peut traverser l'esprit. Pour le magistrat, s'il peut y avoir un doute raisonnable, c'est difficile d'obtenir une condamnation au tribunal. Pour le régulateur, pour les mêmes raisons, ou pour le public. Sans doute que les stratégies des cigarettiers, elles visaient toutes ces cibles. Et sans doute que les arguments n'étaient pas les mêmes en fonction de ces cibles différentes. Ce qui est très clair, le public, eux, ça les intéresse uniquement si ce sont des électeurs qui peuvent soutenir tel ou tel député, ou si ce sont des consommateurs, disons, entre 16, 18 et 21 ans. Puisqu'après, dès qu'on est rentré, dès qu'on a été consommateur, en gros, le secteur gère de l'addiction. Il n'y a pas d'intérêt marketing à convertir des gens qui fument depuis 10 ans en général. Enfin, c'est pas avec ce genre de choses-là qu'on va les convaincre, qu'on va changer leur comportement. Et pour pas tenir un discours trop flou, il me semble que celles et ceux qui sont les mieux placés, c'est en premier lieu ceux qui sont spécialistes d'un champ donné. Épidémiologie, médecine, sciences des minéraux, etc. C'est-à-dire, si vous êtes dans un secteur où vous détectez des modifications ou des falsifications de choses que vous savez établies dans votre domaine, je pense que c'est plutôt aux praticiens, aux experts, aux spécialistes du champ de le dire ou de rentrer dans le débat public. Pourquoi? Parce que sinon, ce sera d'autres personnes qui seront moins bien placées pour le faire, ou peut-être qu'ils ne le feront pas. Et donc, on a parlé avec certains collègues de vigilance épistémique. Quand on est chercheur ou chercheuse, ce qui est gratifiant, c'est de publier des articles. C'est ça qui est considéré dans l'évolution des carrières. Mais sans doute que si on est attentif au contexte dans lequel on travaille, peut-être que être vigilant aux usages et aux mésusages de sa science ou de sa discipline dans l'espace public, c'est une précaution intéressante sur le long terme. Alors, j'ai parlé d'une autre variante, je serai plus court. Sur la variante structurelle, qui fait davantage attention aux institutions, c'est l'idée que j'énonçais tout à l'heure. Nos instruments sont essentiels pour connaître le monde et agir, mais ils ont tous leurs angles morts. Par exemple, pour prendre un exemple qui a été bien étudié par les sociologues des sciences,
Quand il y a une inondation, c'était le cas en Nouvelle-Orléans avec l'ouragan Katrina, dans les premières heures, vous avez une sorte de soupe chimique. L'eau est passée sur les usines, les hôpitaux, les cimetières, pardon, aussi, etc., les garages. Et au début, vous savez même pas ce que vous avez dans la soupe chimique. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé de morceler. Vous avez des instruments pour agir, mais vous allez être obligé de restreindre l'analyse. Là, en l'occurrence, je crois que c'était au départ les 50 ou 65 substances les plus préoccupantes. Parce que vous dites, c'est ça qui est préoccupant. Et donc, l'outil que vous allez utiliser, et qui est nécessaire d'utiliser, il vous conduit à ignorer une partie de la situation. Peut-être qu'il y a des dizaines ou des centaines d'autres composés, peut-être qu'ils ont des effets cocktails entre eux qui sont préoccupants, mais vous ne pouvez pas perdre du temps, parce que vous devez utiliser cet instrument pour connaître ces détails ou ces choses qui sont à la périphérie. Et chaque fois que vous avez une mesure, en fait, voilà, l'instrument mesure dans un certain domaine, certaines quantités, et il est fait pour un certain usage et pas pour d'autres, et donc il délimite des angles morts. Et donc, il nous fait connaître des choses, il nous en fait ignorer d'autres. De la même manière, des ressources qui sont limitées en temps et en moyens conduisent à négliger des champs de recherche. On parlait de Proctor tout à l'heure. Dans son livre sur le... On va arriver jusqu'au bout. Dans son livre sur le plan cancer de Nixon, donc Cancer Wars en 95, Nixon avait mis un accent énorme sur la génétique, cancérogénèse et génétique, et d'énormes moyens. Il y a eu des avancées très importantes à ce moment-là. Mais dans des esprits un peu critiques ou chagrins, on les appellera comme on veut, pourraient dire, en fait, quand on met l'essentiel du budget de recherche sur le génétique, on ne le met pas sur le comportemental, ou on ne le met pas non plus sur l'environnemental. Sur les causes donc comportementales ou causes environnementales du cancer, et peut-être que cet accent mis sur la recherche dans un domaine, il va se traduire par un recul ou une stagnation de la connaissance dans d'autres domaines, sans forcément qu'il y ait d'intention à cet égard. C'est pas du tout constitué ou prouvé que c'était l'idée du plan Nixon de restreindre les connaissances à ce sujet. Et il faut rajouter à ça, ce que j'évoquais tout à l'heure, les contextes dans lesquels l'ignorance est active, où une partie de la société choisit de ne pas connaître, ou de faire comme si elle ne savait pas, ou d'ignorer ce qu'elle sait, dans lesquels la connaissance ne compte pas comme ressource. L'illustration cinématographique, elle était un peu caricaturale, mais le film Don't Look Up, je ne sais pas si vous l'aviez vu, sur la comète qui se rapproche de la Terre, un personnage qui, je ne veux pas vous faire peur, mais qui ressemble un peu à Elon Musk, qui organise le transfert. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tout le monde voit la comète, mais personne arrive à penser vraiment qu'il va se la prendre sur la figure. Et donc ça, on en retrouve une partie dans ce que j'évoquais tout à l'heure, ces thématiques de la science qui n'est pas faite. Il y a un ouvrage assez intéressant de David Hess. David Hess, il a étudié des mobilisations de public qui cherchent à faire produire une connaissance par la recherche publique, par des laboratoires, par exemple des riverains de sites de production chimique, qui se disent, il y a des données sur l'exposition moyenne, mais on ne trouve pas, pour l'usine qui est à côté de chez moi, ce qui se passerait si je suis exposé à un pic de pollution. Si je prends 30 fois la dose en une journée, la dose moyenne, qu'est-ce qui se passe? Et dans ce cas-là, ces gens-là constatent qu'une connaissance n'existe pas, se mobilisent pour qu'elle soit produite, parfois vont aider à la collecte ou cherchent à faire pression sur le législateur, et une connaissance qui n'était pas faite se met à exister, se met à être disponible. Et donc, c'est un courant de recherche qui est intéressant parce qu'en général, il y a l'idée de remédiation. On diagnostique une science qui n'est pas faite et on regarde comment elle pourrait être faite. Et l'autre auteur qui a bien travaillé là-dessus, c'est Scott Frickel. Lui, il a fait un livre tout à fait intéressant sur les gens dans les villes très huppées, type vraiment Manhattan et les quartiers, les parties les plus riches de Manhattan, qui en fait habitent des immeubles qui sont construits sur d'anciens sites de production chimique, notamment des usines de production de gaz, et qui produisaient énormément de goudron qui résultait des processus chimiques mis en œuvre, et qui restent extrêmement longtemps dans le sol. Et si ça remonte et que vous avez un jardin d'enfants, c'est pas une très bonne idée. Et je vous passe les endroits où il y avait des sites de production qui utilisaient du plomb,
qui reste des siècles et des siècles, qui était extrêmement utilisé dans beaucoup de secteurs. Et c'est un cas d'ignorance qui a été produite. Parce que fin 19e, début 20e, tout le monde savait où étaient ces usines à gaz, pour utiliser l'expression. Tout le monde savait où c'était, les assurances savaient où c'était. Il fallait assurer ces choses-là. Cette connaissance a disparu. Et donc, on a affaire à une ignorance qui peut être préoccupante si vous achetez une maison ou si vous pensez à la sécurité de vos enfants. Et Frickel et ses collègues ont fait quelque chose d'assez ingénieux en utilisant des ressources un peu informatisées. Ils ont numérisé tous les registres d'assurance du 19e et du début du 20e siècle et ils sont arrivés à relocaliser la plupart des usines, en tout cas de taille considérable, et donc à les réassocier avec la cartographie actuelle. Et donc, ils ont fait ressurgir une connaissance qui avait disparu, qui était devenue une ignorance produite par la négligence ou tout simplement par le fait qu'il y a, comme le dit Frickel, une forme de baratage urbain industriel, c'est-à-dire que des couches en permanence recouvrent d'autres et se mélangent parfois à elles, comme dans le baratage. Et donc, c'est ce qui est assez intéressant dans ces études de l'ignorance plutôt donc institutionnelle, fonctionnelle ou liée au fonctionnement de la société, c'est qu'il y a souvent des stratégies de remédiation intéressantes comme ça. Donc en bref, et puis je vais en venir à ma conclusion dans ma partie conclusive dans un instant, ces variantes sont pas exclusives l'une de l'autre, parce que si vous êtes quelqu'un qui veut produire de l'ignorance de manière stratégique, c'est assez intéressant de savoir quels sont les intérêts ou désintérêts d'une société donnée, quelles sont les limites de leurs outils de mesure. Donc c'est intéressant d'en savoir beaucoup sur les facteurs structurels de l'ignorance. Si vous êtes du côté structurel, c'est pas prudent d'ignorer le fait que parfois il y a vraiment des intentions de produire de l'ignorance. Et en tout cas, ces deux variantes, moi je les pense pas du tout comme exclusives. Il me semble qu'elles conduisent à poser en creux finalement la question de la valeur qu'on attribue à la connaissance comme une prise sur les choses ou prise dans les débats avec d'autres. Quels préjudices on subit quand on est privé de ça? Et est-ce que ça a un sens donc à imaginer ce préjudice? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est la question intéressante qui est posée par ces thématiques, qui n'est évidemment, vous l'avez compris dès le départ, qui n'est pas uniquement une question de connaissance, de savoir ou pas savoir. Bien sûr qu'il est question de ça, mais je pense qu'il y a des choses plus profondes, éthiques et politiques derrière. Alors, quatrième partie, et maintenant, c'était pour ouvrir quelques pistes, mais j'ai pas oublié la question des publics dont nous avions parlé au départ. Il est certain que par rapport au début de la discussion, à ce sujet, on a un facteur de brouillage qui est intervenu une ou deux fois, c'est le déluge, qui n'a pas commencé en 2016, mais que nous subissons. Parfois appelé post-vérité, parfois fake news, parfois infox en bon français. C'est pas exactement les mêmes choses, mais voyez ce dont il s'agit. Et on a un brouillage de ce dont je parlais, avec des contextes de post-vérité, de propagande, ou des États. Alors avant, en France, on aimait bien, en 2016, les regards étaient plutôt tournés du côté de la Russie. Après, on a vu qu'il fallait regarder plusieurs endroits à la fois, où des contre-vérités, mais peut-être il faudrait dire des mensonges ou des absurdités sont déversées en permanence, si bien qu'on ne sait même plus quelle idée se forger. Ça se surajoute, je pense, au débat dont on parlait. Je peux en parler. Il me semble que c'est un problème à part entière où le concept structurant, c'est plutôt celui de confusion. Les situations dans lesquelles on est tellement perdu qu'on peut même plus s'orienter au milieu des arguments, au milieu des raisons, au milieu des positions des uns et des autres. La question que ça pose, ici on est dans une forme d'espace public privilégié, assemblée, attentive, on est réunis, il y a un cycle, il y a une qualité d'attention qui est précieuse dans la société aujourd'hui, mais la question c'est de savoir, donc en dehors de ce qui nous réunit ce soir, quel type d'espace public on peut préserver en dehors des réseaux sociaux dont ce n'est pas la priorité. Leur priorité n'est pas de privilégier la libre délibération éclairée des gens qui y sont plongés. Je pense que c'était déjà une question stratégique il y a 20 ans, mais c'est devenu une question impérieuse. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir d'Internet, peut-être que c'est pas possible, mais en tout cas, il faut réaménager des espaces dans lesquels on peut échanger sans
être en permanence exposé à de la propagande d'État, à des gens dont on ne sait pas si ce sont des robots, si c'est de l'IA qui nous parle, si Jim n'est pas en fait Ivan ou l'inverse. Et ça, il y a un moment où il faut arriver à reclarifier la situation. Je ne pense pas que ce soit utopique, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer dans ce domaine. Et sans doute, en tout cas, que le contexte actuel peut-être doit nous faire changer de focale, parce que ce qu'on a étudié, pour l'instant, c'était des choses dans un domaine particulier, les cigarettiers, le climat, les producteurs d'énergie fossile. Mais là, c'était des stratégies, alambiquées. Il valait mieux que les cigarettiers se fassent pas trop prendre sur le fait dans les années 50 ou 60, avant qu'on les dévoile complètement. Alors que là, on a plutôt des destructions brutes de corps entiers de connaissances qui disparaissent du jour au lendemain. On a sans doute changé de régime. Je pense qu'il y a un deuxième facteur qui se surimpose, c'est la métamorphose de nos modèles de connaissances. Alors, il y a beaucoup de surenchères en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faudra que la poussière se dépose un petit peu. C'est sans doute des promesses, il y a sans doute des choses exagérées. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut plus faire abstraction de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, y compris dans ce qu'elle peut produire de faux, puisque maintenant, vous lui demandez « montre-moi tel personnage politique que je n'aime pas en train de faire telle ou telle action », et même des modèles plus ou moins gratuits vont vous le faire. Après, si vous avez accès au haut de gamme, ça va vous le faire très bien. Mais même quelqu'un qui aura un usage vertueux, qui veut se servir de l'IA pour produire de la connaissance, ça pose une question. Ça pose une question que je n'invente pas, qui est très connue depuis le départ, qui est la question de la boîte noire. On a un processus, même s'il est capable d'expliciter ses inférences, évidemment, il ne le fait jamais totalement. Et donc, on se retrouve avec un résultat. Et c'est assez intéressant de voir sur les réseaux sociaux. Moi, je vois revenir un retour à l'argument d'autorité. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la réponse à une question. Ils disent Grok, alors ça c'est le moteur de Twitter, X, est-ce que c'est vrai? Puis l'autre va demander alors vous choisissez un Gemini, etc. Et on se retrouve avec des sortes d'affrontements complètement ubuesques en fait entre des gens qui ont interrogé deux moteurs différents. Et on n'a pas l'impression qu'on est tellement avancé. Mais du côté de l'usage plus vertueux, puisque moi mes collègues à l'ENS à Paris en chimie notamment, j'en ai parlé avec eux, en biologie ils utilisent beaucoup l'IA maintenant, c'est complètement intégré dans le laboratoire. Mais ça pose deux questions, là encore, je prétends pas l'originalité, mais qui sont bien étudiées et qui restent des défis. C'est que pour l'instant on est habitué à une image de la science où les expérimentations doivent être reproductibles. L'exigence de reproductibilité, qui est jamais parfaite, qui est jamais parfaitement observée. Mais il faut en trouver l'équivalent dans l'usage de moteurs de recherche qui peuvent changer très très vite de génération. En 2 mois, vous pouvez avoir une succession très rapide. La question, c'est de savoir ce que vous allez reproduire dans ce cas-là. Et une grande partie de nos inférences, de nos preuves, en principe, elles sont explicables à nos frères et nos sœurs humains. On doit pouvoir expliquer comment on est passé d'un point de départ, comment on est arrivé à une conclusion. Et ça, c'est la thématique de l'explicabilité en intelligence artificielle, explainability en anglais. Elle n'est pas toujours parfaitement réalisée. Et ça pose une question, ça peut poser une question dans des affaires humaines aussi, telles que la justice. Si un algorithme décide, par exemple, de l'imposition des peines, ou aide à calculer quelle est la bonne peine pour un crime déterminé, pour éviter que le juge soit sujet à des biais en fonction de l'humeur, de l'appétit, etc. Ça a l'air d'une blague, mais ça a été étudié. Il vaut mieux pas tomber quand le juge ou la juge a très très faim. Vous allez prendre plus cher au tribunal en général. Mais bon, il y a des usages comme ça, mais comment justifier un usage de l'IA qui ne peut pas être ensuite réexpliqué en termes humains, dont on ne peut pas déplier l'inférence. Alors, peut-être que ça va conduire à développer justement ces deux vertus-là. Ça, on aura la réponse dans quelques mois, mais en tout cas, c'est des défis. Et ça compliquera sans doute nos tableaux de la connaissance et de l'ignorance tels qu'on l'a fait. Je finis avec, à peu près dans les temps, avec 2 séries de conséquences de ce qu'on a dit pour les chercheurs et les chercheuses,
même à partir de l'aperçu assez bref finalement que j'ai essayé de proposer ce soir, il me semble que même des chercheurs et des chercheuses en sciences de la nature peuvent avoir intérêt, et ça vaut pour l'ingénierie aussi, hein, peuvent avoir intérêt à prendre conscience de la riche littérature historique qui est maintenant disponible. Parce que parfois, quand on est dans un champ et qu'on connaît parfaitement la science de son champ, c'est pas évident de voir si on est rentré dans une instrumentalisation ou pas. Et la littérature sociologique et historique, elle peut être intéressante. Juste pour vous donner un exemple très très simple, hein, je ne donnerai pas le nom des collègues, mais ils sont illustres. Quand on a eu accès aux Tobacco Papers, on a pu voir que Philip Morris avait financé de la recherche neuropharmacologique en France, dans des très très gros laboratoires. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'études sur la nicotine, dans le rôle dans des réactions des chimiques cérébrales, les circuits du plaisir notamment, etc. C'est quelque chose qui est très étudié de toute façon, indépendamment des cigarettiers. Les chercheurs en question disaient de toute façon, je fais ces recherches-là, je n'ai pas changé une virgule à ma conclusion, donc c'était de l'argent, j'ai pu faire avancer la science. Après, de l'autre côté, quand ils voyaient que leur nom était utilisé dans des tribunaux par le même secteur industriel pour dire, vous voyez, nous, on finance de la recherche fondamentale, ils ont un petit peu changé d'avis. Ce qui veut dire qu'on peut parfois être instrumentalisé, même si à son niveau local, on ne l'est pas ou pas totalement. Et que donc, avoir conscience du jeu de force, du champ de force dans lequel est placée une discipline ou un champ de recherche particulier, parfois ça peut être quelque chose qui est utile pour défendre sa propre autonomie ou les propres valeurs d'intégrité d'un champ. Et c'est ce que je voulais dire, donc ça c'est la deuxième idée pour les chercheurs et les chercheuses. Il me semble que ce que montrent 2 décennies de travaux sur l'ignorance, et je suis bien conscient de n'avoir ouvert qu'une toute petite vitrine pour l'instant là-dessus, il me semble que ça devrait être intégré à la réflexion générale sur l'intégrité scientifique. Moi-même, je suis référent intégrité scientifique de mon établissement, mais ce qu'on voit, c'est que souvent la discussion, elle se concentre sur est-ce qu'il y a eu fraude, est-ce qu'il y a eu fabrication, est-ce qu'il y a eu plagiat. C'est les 3 grands crimes en matière d'intégrité scientifique. Mais il y a beaucoup de cas où c'est plus compliqué. Là, par exemple, et c'est aussi sur Open Edition, donc je ne donne aucun conseil bibliographique dans lequel je sois intéressé pécuniairement directement. J'avais pu faire la préface de ce livre-là, qui est donc disponible. Sergio Sismondo, le management fantôme de la médecine. Et lui, il a étudié le phénomène des auteurs fantômes dans la publication biomédicale, le fait que des articles soient écrits par des gens, que la recherche soit faite par des gens différents de ceux qui les signent. Ceux qui les signent, c'est des grands chercheurs, professeurs, chercheuses d'université, prestigieuses si possible, Harvard, Johns Hopkins, en France, en Belgique, vous voyez l'équivalent. Et puis, la recherche a été faite en interne par des organismes de recherche sous contrat qui travaillent pour les laboratoires. Alors, ça ne veut pas dire que cette recherche est fausse. Ça veut dire qu'elle est fausse mathématiquement. Certes, elle a un biais qui est le biais du financeur, mais vous vous retrouvez avec une publication ou une série de recherches qui a été faite par le même organisme, qui ensuite va être publiée par des auteurs apparemment très différents, dans des tas d'universités différentes, signés par des noms différents, qui vont se citer entre eux, alors que c'est la même recherche. Et donc ça pose des questions, au-delà de est-ce que c'est bien de signer quelque chose que vous n'avez pas écrit et dont vous n'avez pas vu les données, mais ça, je pense que tout le monde a la réponse. Mais dans ce cas-là, si on n'est pas au courant de tout de la partie immergée de l'iceberg, on croit voir des citations, alors qu'en fait, on a quelque chose qu'en général, on réprouve en termes d'intégrité scientifique, c'est l'auto-citation abusive. Si je fais que des articles ou je cite que moi-même à longueur d'article pour essayer de faire monter mon facteur de citation, déjà, il y a des moteurs dans lesquels ça va pas marcher, et ensuite, ça va être jugé comme une très très mauvaise pratique. Là, si vous n'avez pas connaissance de ce massif souterrain, qui est très bien connu des acteurs du secteur, vous verrez pas l'autoplagiat. Vous verrez des citations croisées, alors qu'en fait, c'est un autoplagiat, et il faut un peu de travail
sociologiques pour le montrer. Je pense que ça devrait être intégré aux formations d'intégrité scientifique. Alors, les dernières secondes, les conséquences pour le public, il me semble que pour nous, ce qu'on peut faire, c'est se demander dans quel cas l'ignorance ou une ignorance constitue un préjudice. Vous, dans vos vies, dans quel cas le fait d'avoir accès ou pas accès à une connaissance, ou que cette connaissance soit accessible ou non, ça va vous compliquer la vie ou vous créer un tort. Et je pense qu'on aura sans doute autant de réponses que de personnes présentes dans la salle ce soir. Bon, l'hypothèse la plus évidente, c'est que évidemment, chaque fois que cette connaissance est de jouer un rôle dans mes délibérations, sur qui je vais élire, sur quel choix de vie, de santé je vais faire, dans ce cas-là, effectivement, si j'ai pas accès à cette connaissance, ça va changer le résultat. Donc, on peut imaginer que ce sera un préjudice, ou lorsqu'elle intervient dans la visée d'un bien auquel je peux aspirer. J'ai pas le temps à ce stade-là de mon exposé de trop entrer dans le détail, mais on peut imaginer des tas de situations dans lesquelles ne pas savoir est plutôt une vertu. Si vous me prêtez votre maison, vous revenez, j'ai fouillé tous les placards, tous les tiroirs, alors, vous êtes fâché, vous revenez, je dis, oui, je suis un ennemi de l'ignorance, je trouve que c'est bien de tout savoir sur ses amis, ça va pas très bien se continuer entre nous, si vous m'avez prêté cette maison. Et vous voyez qu'il y a des cas où l'ignorance ou le choix de ne pas tout savoir des gens qu'on côtoie, avec qui on a des relations, fait partie de la civilité élémentaire ou des relations sociales, où on n'a pas forcément envie que tout le public sache, par exemple, quel risque génétique on présenterait si on fait une analyse génétique. Enfin, ça, on peut en reparler dans un instant. Et l'autre chose, il me semble qu'il faut resituer la connaissance et l'ignorance parmi les autres moteurs de l'action. Il y a beaucoup de choses qui concourent à notre action. Il y a les raisons, il y a aussi les habitudes, il y a l'inertie. Le climato-scepticisme a beaucoup reflué dans les années 2010, mais les changements de comportement, même en Europe vis-à-vis de l'énergie, n'ont pas tellement changé du point de vue de l'urbanisme. Ça bouge un petit peu. Mais en tout cas, on avait l'impression que finalement, c'est comme si cette connaissance qui n'était plus trop controversée à ce moment-là, comptait peu. Et donc, c'est intéressant pour le public d'avoir une connaissance partagée des angles morts, de nos instruments, de nos institutions, des vulnérabilités. Le livre de Proctor sur l'industrie du tabac, il est intéressant pas parce qu'il met en scène des gros méchants qui ont fait du mal, c'est plutôt parce qu'il montre comment des publications scientifiques, comment des universités peuvent être vulnérables à ces stratégies. Publications, universités qui existent toujours. Pour nous, il me semble intéressant de préserver les espaces dans lesquels la connaissance compte, chacun trouvera les siens, et dans lesquels une parole responsable peut exister, une parole qui engage. Le fait que si je dis quelque chose un jour et que c'est faux, c'est peut-être pas poursuivre jusqu'à la fin de ma vie, mais en tout cas, d'autres me demanderont des comptes. Ça devient rare aujourd'hui. Et lorsque nous appartenons à un public, nous demander quelles connaissances sont ou seraient nécessaires à son fonctionnement. Et ça, c'est les quelques questions guides que j'aurais en tête pour essayer d'adapter les aperçus généraux que j'essaie de développer avec vous à notre situation particulière. Voilà, je vous remercie.